Bienvenue dans Trajectoire. J'ai toujours aimé raconter des histoires, parce qu'une histoire c'est une trajectoire. Un fil qu'on déroule avec ses lignes brisées, ses virages, ses élans, ses silences. Il y a des débuts qu'on n'a pas choisis, des accidents, des échecs, des moments de lumière qu'on voudrait revivre et des choix qu'on regrette ou qu'on porte fièrement. Trajectoire, c'est un podcast qui donne la parole à ceux qu'on admire, qu'on suit, qu'on croit connaître, mais dont on ne connaît souvent qu'une facette. Je les invite à revenir sur ce qui les a construits, à dire ce qu'ils ne disent pas toujours. L'enfance, les manques, les rencontres, les renoncements, les renaissances. Ici, c'est un espace intime, une voix, un récit, en somme, une trajectoire. Pour ce nouvel épisode, j'ai choisi de rencontrer un artiste que j'adore. Yom est clarinettiste. Je l'ai découvert il y a quelques années et je crois qu'il n'y a pas un jour où j'écoute pas sa musique. La dernière fois que je suis allée le voir en concert, j'ai vécu un moment hors du réel. Et je me suis dit très simplement, il faut que je lui propose Trajectoire. C'est chose faite. Et exceptionnellement, il m'a autorisé à glisser quelques extraits de ses morceaux dans l'épisode, comme des respirations, pour vous donner un aperçu de son univers et de son talent. Vous entendrez parfois un léger problème de son sur ma voix, désolé pour ça, mais il reste l'essentiel, son histoire et sa musique. Alors, je suis né dans le 14e arrondissement à Paris et j'ai vécu les 17 premières années de ma vie dans le 14e sud du côté d'Alésia. Et alors, comment je suis né, je sais une seule chose, c'est que j'étais extrêmement contemplatif quand j'étais petit, apparemment. Et ma sœur, qui était née un an et demi avant, avait tout cassé sur son passage. Elle était née, elle avait explosé sa couveuse immédiatement, elle hurlait partout. Et apparemment, d'après ma mère, moi, je suis né et j'ai vraiment, d'après ses propres termes, je contemplais les mouches. Voilà. Tu prenais pas de place. Ouais, pourtant j'étais un très gros bébé et je prenais un peu de place physiquement, mais effectivement j'étais très contemplatif. Enfin, ta question m'y fait penser parce que c'est quelque chose, un état que je travaille énormément à essayer de retrouver aujourd'hui dans l'âge adulte, alors que apparemment quand j'étais enfant c'était quelque chose de très naturel. Voilà. Après, sur ma naissance elle-même, je sais aussi que je suis né un mercredi et que au moment de ma naissance, un gigantesque hélicoptère est arrivé dans l'hôpital pour déposer sans doute un blessé grave et que tout le monde a complètement flippé, que je sois sourd à tout jamais tellement ça a fait du bruit. Apparemment, je suis resté d'un calme total. Peut-être une surdité précoce qui explique mon appétence pour la musique. Alors l'adolescence, un peu compliquée quand même très compliquée. Beaucoup de bêtises qui auraient pu être graves. Heureusement, le destin en a voulu autrement et j'ai survécu à tout ce que j'ai fait. Mais quand j'y repense, j'espère vraiment que mon fils aura d'autres idées à ce moment-là. C'est aussi le seul moment où la musique m'a un peu quitté. Ouais, panne d'inspiration, vu que j'ai commencé la musique très petit. Alors ça m'intéresse. Ouais. Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 5 ans. Enfin, j'ai commencé même le jardin musical à 2 ans, je crois, ou 2 ans et demi. Mais la clarinette, vraiment, j'ai insisté pour en faire en écoutant Pierre et le Loup. Et à partir de l'âge de 5 ans, j'avais apparemment une discipline extrêmement précise, où dès l'âge de 6 ans, j'avais décidé que tous les jours, je travaillerais une demi-heure la musique et je mettais apparemment presque un chronomètre, ou en tout cas, je regardais ma montre. Mes parents ne s'en occupaient pas du tout et moi je me mettais à travailler une demi-heure et à partir de l'âge de 8 ans ou 9 ans, quand je suis rentré à l'époque ça s'appelait le CNR de Paris, maintenant le Conservatoire à rayonnement régional de Paris, donc j'y suis rentré très tôt, j'ai décidé aussi là que ça serait 1 heure par jour et donc après les cours je travaillais 1 heure de clarinette tous les jours, quoi qu'il se passe. Et encore après, ça a été évidemment beaucoup plus. Mais et la seule période où la clarinette s'est un peu évaporée de ma vie, ça a été l'adolescence, où au lieu de
souffler dans un bout de bois. Je passais beaucoup plus de temps à aspirer sur un petit cône de papier qui brûlait. Et heureusement, ça a été une période qui a pas duré trop longtemps, mais ouais, c'est le souvenir que j'en ai, si je devais le dire aujourd'hui, en dehors de toutes les bêtises vraiment un peu flippantes que j'ai pu faire. C'est le moment vraiment de doute clarinettistique où j'aurais presque pu arrêter. Passer à côté, ouais. Ouais, passer à côté, ouais. Mais du coup, comment t'expliques cette passion de la clarinette très jeune ? Alors, il y a plusieurs... J'ai pas de réponse, évidemment. Je crois que tout l'intérêt, c'est de pas savoir exactement d'où viennent ce genre d'élan. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai demandé à mes parents à faire de la clarinette, il y a eu un truc assez dingue qui s'est passé, c'est que mon père a dit « Ah bah dans ce cas-là, on va demander à ton grand-père, donc son propre père, que je voyais quasiment pas, parce que mon père avait été adopté après, enfin bon bref, c'est tout un truc, mais en tout cas sa famille entre guillemets biologique, je l'ai pas quand même beaucoup vu dans ma vie, et vraiment j'avais pas du tout connaissance que mon grand-père avait une clarinette, et qu'il avait lui-même été clarinettiste, alors pas professionnel, mais quand même d'un très bon niveau, mais lui il venait des mines du nord de la France, et il avait été clarinettiste. Il y a une grande tradition d'harmonie là-bas dans les villages, et notamment dans les mines, il y avait beaucoup ce truc-là, et il jouait de la clarinette, et il avait été même remplaçant dans la fanfare de la garde républicaine, ou des trucs comme ça, enfin des trucs assez classe, et donc j'ai commencé à 5 ans sur une clarinette qui en avait 72, et donc via sa clarinette à lui. Ouais, il m'a prêté sa clarinette, mon père est allé chercher cette clarinette qu'il avait encore, qui était une marque qui d'ailleurs n'existait plus du tout, et qui était une clarinette donc qui avait 72 ans, on l'a fait un peu réviser, et il m'a donné aussi, je me rappelle, sa boîte d'anches qui étaient des anches tellement vieilles qu'elles étaient toutes noires, avec une petite lame de rasoir pour les tailler, les trucs, enfin c'était vraiment et j'ai commencé là-dessus. Après rapidement on m'a acheté une petite clarinette parce qu'en fait j'étais beaucoup trop petit pour jouer de la clarinette d'adulte, et j'avais la main droite, je pouvais même pas toucher les clés du bas de l'instrument, mais c'était un truc où j'avais dit je veux faire de la clarinette en écoutant Pierre et le Loup, effectivement, et en fait je me suis aperçu en demandant ça que apparemment ça avait sauté une génération, puisque mon grand-père paternel avait été clarinettiste. Et ça, je le savais pas, enfin, en tout cas, pas consciemment. Il y a quand même un peu de transgénérationnel là-dedans, non ? Sûrement, c'est sûr que pour moi, j'ai été très petit habité d'une espèce de mission étrangère à vraiment ma volonté ou ma conscience, quelque chose qui m'a habité dans cet instrument. Et d'ailleurs, honnêtement, même si je m'intéresse à énormément de choses, et peut-être que je passe plus de temps à lire que à même écouter de la musique, mais honnêtement, je crois que je ne sais rien faire d'autre dans la vie que de la clarinette. Et c'est pas un regret du tout, c'est un truc où il y a une espèce de monomanie, il y a des moments de doute évidents, enfin voilà, dédier toute sa vie à juste cet instrument-là, c'est quelque chose de particulier, mais pour moi c'est aussi dans cette contrainte qu'il y a une espèce d'infini à visiter, et que c'est justement dans la contrainte qu'il faut redoubler d'imagination pour réussir à trouver des solutions. Et ouais, c'est toute ma vie depuis tellement longtemps, et pratiquement sans questionnement sur pourquoi pas faire autre chose, que des fois j'en déduis que c'est une mission qui m'a été confiée par une puissance étrangère, en tout cas à moi, et que je ne fais que obéir à cet ordre de mission. C'est sûr. Et ça se sent quand on écoute ta musique. Non mais c'est vrai. C'est presque mystique, un petit peu. C'est aussi ma recherche, en fait. C'est parce que j'ai un cerveau qu'il est très difficile d'arrêter, et qui veut tout rationaliser en permanence. Et comme aujourd'hui, à l'âge adulte, je suis plus capable de cette contemplation dont j'étais capable vraiment enfant, voire bébé, c'est au travers de la pratique vraiment que j'arrive à rentrer dans un état méditatif total et m'oublier moi complètement pour rentrer dans la musique. Et voilà, c'est ma manière de faire. C'est pour ça que c'est un peu mystique, peut-être. D'accord, donc quelque part, ça cadre un petit peu le fait que tu ailles un peu dans tous les sens. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est même pas forcément aller dans tous les sens, c'est la volonté très mentale de contrôle global de tout ce qui se passe, et d'être capable de mettre à distance le monde en permanence. Ma manière de rentrer vraiment en contact avec le monde, je dirais presque en deçà du langage, ou en tout cas de toute forme de schématisation, d'équation, d'algorithme qui le mettrait suffisamment sous contrôle de l'esprit. C'est dans cette pratique
de la musique, qui est aussi une pratique technique, c'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, je travaille sur des choses qui sont, enfin, que en ce moment, ça fait 15 ans que je travaille sur des choses tellement difficiles sur l'instrument, que, en fait, mon cerveau ne peut pas s'occuper de quoi que ce soit d'autre que ce qu'il est en train de faire. Pardon, cette phrase était complexe. Et en fait, ça me permet de déconnecter réellement. C'est-à-dire, je suis tellement concentré, tellement dans le présent, que mon esprit n'est absolument nulle part ailleurs que là où il est vraiment. Et donc, ça me permet de rentrer dans des états de transe qui sont, pour moi, mes moments de contact avec le réel, réel qui est déjà, je trouve, assez compliqué à contacter dans l'absolu, mais qui aujourd'hui, avec en plus les écrans, le virtuel, etc., ça devient encore plus complexe de rentrer en contact avec ce réel entre guillemets. Et moi, c'est. Qu'est-ce que t'appelles le réel ? Bah justement, c'est le fait de ressentir le monde plutôt que de le penser. Et quand je parle de ressentir, je parle même pas forcément d'émotion, mais presque d'énergie. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une vérité en deçà ou au-delà de la description du monde. Et c'est vraiment ça que je cherche. Par exemple, j'ai fait des exercices à des moments un peu autodidacte, comme ça, mais où je me promène dans une forêt et j'essaye de ressentir la forêt autrement qu'en l'appelant une forêt, ou en disant « Ah tiens, c'est un arbre », et en prenant conscience de l'essence de l'arbre avant le nom de l'arbre. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est mon côté vraiment très mystique, mais... c'est de la méditation. C'est exactement de la méditation. Et souvent, on a tendance à penser que la méditation ne peut se faire que dans l'immobilité totale et l'inactivité absolue. Et en fait, moi, je me rends compte que la clarinette, c'est tellement pour moi un langage qui est encore plus aisé que le langage verbal. C'est vraiment quelque chose qui me permet de déconnecter complètement. C'est-à-dire, je rentre dans quelque chose de très compliqué techniquement, des arpèges très rapides avec du souffle continu, et en fait tout ça, ça me permet au contraire, bizarrement, de rentrer dans une transe et dans une méditation totale, alors que si jamais je suis dans un silence et une immobilité totale, bah c'est mon cerveau qui va commencer à penser 1 million de trucs, et tout à coup ça sera trop tard, j'arriverai pas forcément à être en contact total avec ce qu'on nomme donc méditation, mais que moi j'appelle aussi contact réel avec le monde. Voilà. Incroyable. Mais à 15-16, j'étais vraiment... j'ai failli abandonner. Ouais. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, un rejet total de l'autorité, de la scolarité, etc. Donc j'allais plus du tout en cours. C'était une catastrophe. Alors que j'étais en mi-temps musique en plus depuis la 6e jusqu'à la terminale. Mais j'allais plus en cours et j'ai commencé à carrément sécher les cours d'orchestre, puisque donc j'étais tous les après-midi au conservatoire, j'ai commencé à sécher l'orchestre, et puis un jour, l'espèce de palier fatidique, j'ai séché carrément un cours de clarinette. Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était grave. Alors bon, comme je sais qu'on a un tout petit peu le temps, il y avait aussi une autre raison qui, elle, est physiologique. C'est que en fait j'avais un problème à la clarinette. Il y a un truc assez important, enfin dans tous les instruments avant, qui est le détaché. C'est le fait de faire ta 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 et de détacher les notes entre elles. Pour ça, il faut que la langue bouge assez vite. Il se trouve que, mais à l'époque personne ne le savait, moi j'ai un problème physiologique à la langue qui est pas, qui est assez usuel. Il y a énormément de gens qui ont cette problématique, mais en général on s'en rend vraiment compte que quand on fait un instrument avant. Et donc en fait j'étais bloqué à une certaine vitesse pour une raison de positionnement de la langue. Et à l'époque, c'était une pathologie, entre guillemets, complètement inconnue. Donc on se disait juste, bon, il travaille pas assez, ou il fait pas ce qu'il faut. Et donc j'étais un des élèves les plus doués quand j'avais 9 ans. J'étais de loin le plus jeune à mon niveau dans le conservatoire, jusqu'à l'âge de peut-être 14 ans. Et puis à partir de 14, 15, 16, j'ai commencé à sentir que je patinais, parce que autant mes doigts, mon embouchure, tout était... techniquement irréprochable, voire carrément vraiment très efficace.
mais il y avait ce problème de détaché dans le répertoire classique, je pouvais pas l'éviter, il y avait des trucs qu'il fallait faire et moi j'y arrivais pas. Donc ça a été terrible parce que ce niveau un peu dingue que j'avais, tout à coup le détaché m'a empêché de continuer et donc j'ai senti que ma carrière entre guillemets du côté de la musique classique était en train un peu de s'effriter. Tout ça pendant que en plus je passais plus de temps à fumer des pétards effectivement que à faire de la clarinette. Tout ça m'a un peu éloigné, mais je continuais quand même et j'ai continué la scolarité parce que mes parents voulaient à tout prix que j'ai mon bac et tout, donc j'ai continué. Ils faisaient quoi tes parents d'ailleurs? Alors, c'est un grand chapitre qui s'ouvre soudain puisque mes deux parents étaient psychiatres, psychanalystes, tous les deux. Voilà. D'ailleurs, petit aparté, mais je pense qu'il y a une petite raison. Pour moi, la musique a été aussi un échappatoire au langage, parce que dès que j'étais dès petit, je comprenais par le dialogue de mes parents, qui parlaient souvent de leurs patients, évidemment dans le total secret professionnel, sans divulguer de nom, mais ils parlaient quand même entre eux de cas théoriques comme ça. Et je comprenais, puisqu'ils étaient vraiment psychanalystes freudiens, je comprenais que derrière le langage, que en gros le langage était une forme de mensonge total et que c'était que au travers du lapsus, etc., que l'inconscient s'exprimait, que la vérité s'exprimait. Et très rapidement, j'ai vécu le langage comme quelque chose d'extrêmement dangereux et plutôt une espèce de comment dire, d'expression presque du mensonge, et que c'était justement en dehors du langage ou dans le côté absolument pas maîtrisé du langage que pouvait sortir de la vérité. Donc ça m'a amené à la fois une méfiance vis-à-vis du langage lui-même, et donc je pense que j'ai développé aussi une façon de sentir l'autre, de sentir les choses en dehors du langage et de la description vraiment raisonnée et maîtrisée qui en gros était, d'après la psychanalyse, un peu une forme de mensonge élaboré, et en même temps me méfier de la parole, puisque dans le lapsus ou dans le truc pouvait tout à coup sortir une vérité que j'aurais voulu cacher. Et c'est vrai que c'était pas du tout le but de mes parents en parlant de leurs problématiques professionnelles par-ci par-là, mais moi rapidement, je pense qu'instinctivement je me suis rendu compte que le langage c'était problématique, parce que de toute façon mes parents maîtriseraient une partie du langage de façon largement supérieure à moi, et que en fait tout ce que j'allais dire ça serait soit faux, soit une vérité allait s'échapper malgré moi de ma bouche. Et je pense que la musique m'a permis une espèce et c'est pour ça d'ailleurs que vraiment je recherche en permanence une forme de vérité dans la musique. J'essaye de sentir, est-ce que je suis aligné, est-ce que c'est vraiment ce que je veux dire, est-ce que c'est vraiment la manière dont je veux le dire, et j'essaye aussi de m'oublier pour que, en gros, ma musique soit en permanence une forme de lapsus. Voilà. Exactement. Donc voilà. Mais oui, j'étais sur les 15-16 ans, l'arrêt de la clarinette, la langue, la problématique de la langue. Enfin, donc pour pas s'éterniser sur cette problématique technique, en tout cas, j'étais en train de m'apercevoir qu'il n'était plus possible pour moi d'espérer réellement une carrière classique. Et en même temps, j'écoutais beaucoup de musique klezmer, donc musique juive d'Europe centrale et d'Europe de l'Est à l'époque. Il y avait deux raisons à ça. D'abord, quand même, des origines juives de Transylvanie du côté de ma mère. Donc, absolument pas une éducation dans le judaïsme d'une manière ou d'une autre, mais quand même quelques fêtes avec la famille, Kippour, Pessah, des petites choses comme ça. Pas du tout. Moi, les grands-parents de ma mère étaient vraiment communistes révolutionnaires, donc pas du tout de religion, etc. Donc c'était pas ce judaïsme-là, mais il y avait quand même quelque chose culturellement qui était présent. Ma mère est très très au fait culturellement très au fait de toute façon de manière générale, mais quand même avec une vraie connaissance du judaïsme, pas forcément exactement des rites, mais de l'histoire, et vraiment vraiment de l'histoire, culture, etc. Donc il y avait ça, et il se trouve que le prof de clarinette que j'ai eu à 7 ans, qui était déjà mon troisième prof, parce que au début il y a eu deux autres profs, je sais pas, il a compris donc que ma mère était d'origine juive, et il m'a dit il faut que tu écoutes Giora Feynman, que mes parents connaissaient déjà. Donc mes parents ont dit mais très bonne idée, et m'ont acheté peut-être pas l'intégrale, mais en tout cas plein de disques de Giora Feynman, et je suis devenu fou
de Giora Feidman, donc un des grands clarinettistes klezmer, mais en plus avec qui vient du classique, avec un truc assez particulier. C'est pas exactement le klezmer américain, c'est une autre façon de jouer, puisque c'est quelqu'un qui est aussi d'origine argentine, mais en même temps qui a vécu en Israël, puis qui habite depuis des années maintenant en Allemagne. Donc une façon de jouer très particulière, d'une expressivité complètement démoniaque. Et j'ai commencé à écouter ça m'a rendu fou, et j'ai écouté ça jusqu'à encore aujourd'hui d'ailleurs, à 17 ans, j'écoutais la musique klezmer, mais c'était une façon tellement différente de jouer de la musique classique que jamais j'aurais imaginé que je jouerais cette musique un jour. Et en fait, à 17 ans, j'ai reçu un coup de fil du père d'un ancien copain de classe, parce que j'avais déjà passé mon bac, j'avais 1 an d'avance, donc je venais d'avoir mon bac, on était en octobre, et en octobre, j'ai le père d'un copain de classe, donc qui s'appelle Pierre Wechstein, qui était l'arrangeur et directeur musical d'un groupe qui s'est appelé l'Orient Express Moving Schnorrers à l'époque, et puis après Klezmer Nova, qui a été un peu un groupe mythique du klezmer français, voire le seul groupe klezmer français quasiment dans les années 90 et début 2000. Et en 97, donc à l'âge de 17 ans, je reçois ce coup de fil et il me dit: notre clarinettiste s'en va du groupe, on a besoin de quelqu'un qui puisse lire la musique, mais qui soit en même temps vraiment intéressé par cette musique klezmer pour de vrai, qui joue vraiment bien l'instrument, mais qui soit prêt et qui ait le temps. Et en plus, on a une série de 10 jours à l'Auditorium Saint-Germain-des-Prés dans 1 mois et demi. Est-ce que c'est bon pour toi? Et il faut jouer du saxophone. Je dis: pas de problème. Oui, j'avais jamais touché un saxophone de ma vie. J'ai dit oui, pas de souci. C'est un truc du destin, mais complètement dingue, parce que ce coup de fil a changé intégralement ma vie, une voie de garage dans la musique classique où je sais même pas ce que j'aurais fait, où je serais parti complètement ailleurs, j'aurais peut-être fait un métier qui n'a finalement absolument rien à voir. Ça m'a projeté dans un monde où c'était possible de s'exprimer différemment sur l'instrument, c'était possible de découvrir plein de choses. En plus, on était 8 musiciens dans ce groupe, ils avaient tous 40 ou 45 ans, moi j'en avais 17, ils connaissaient tout à la musique, au métier de musicien. Il y avait différentes origines musicales de différents musiciens. Il y avait un violoniste exceptionnel qui s'appelle Michael Nick, qui venait vraiment de la musique improvisée, qui m'a appris à improviser. J'ai appris énormément de choses, et puis ça a signé après chez Universal, ça faisait 80 concerts par an, enfin c'était incroyable. Je suis arrivé à 17 ans, je suis parti de chez mes parents, je suis devenu intermittent du spectacle peut-être 3 mois plus tard. C'était incroyable. Tu pensais pas vraiment faire ce métier? Alors je crois que je vivais encore un peu dans l'illusion de devenir un clarinettiste classique, parce que je n'imaginais pas d'autre manière d'être clarinettiste à l'époque, et j'avais pas encore abandonné ce rêve, parce que depuis petit je disais je serais clarinettiste. Enfin, j'ai eu comme tout le monde au début, si je voulais être acrobate et clown. Mais après, finalement tout ça revient peut-être au même d'ailleurs, mais après, j'ai décidé d'être clarinettiste, et ça, je pense que j'avais 6 ans. Et après, je n'ai jamais changé. Voilà, c'était je vais être clarinettiste. Il y a eu ce moment très très compliqué, 15-16 ans, et heureusement à 17 ans et demi, ça m'a projeté dans une voie où j'avais le droit de créer, donc je me suis rendu compte que j'avais envie de composer, j'avais envie d'improviser, j'avais envie de trouver des façons différentes de jouer, et depuis, c'est un travail continu, donc ça fait 28 ans maintenant, bientôt 29, c'est un travail continu sur de la création et de la recréation de cet instrument, de la composition, de comment réinventer l'instrument, comment réinventer ma musique non-stop depuis, je sais pas, ça doit être 13 ou 14 disques sous mon nom que j'ai fait maintenant. On sent bien que c'est à chaque fois différent. Ouais. C'est toujours une nouvelle exploration. Bah c'est aussi la contrainte justement de cet instrument qui est quand même particulier, avec un son
c'est comment dire, c'est un instrument qui est pas, on peut pas faire n'importe quoi dessus. Mais en fait, c'est pour moi, hein, c'est là que ça devient intéressant. C'est plus la contrainte est forte et plus on devient inventif à l'intérieur. Et là, d'ailleurs, le projet actuel, qui est mon album solo, là, Cosmogonia, qui sort en ce moment, c'est une façon de jouer de la clarinette sur laquelle je travaille depuis 15 ans maintenant, que je sors que aujourd'hui parce que en fait j'ai dû attendre et en fait c'est ma manière de méditer. J'aurais pu appeler ça méditation carrément. Ça s'appelle Cosmogonia, mais c'est en fait la façon dont je médite quand je suis tout seul sur l'instrument. Et pendant 15 ans, j'ai pensé que c'était uniquement un truc presque d'autothérapie. Et en fait, dans la rencontre avec un ingénieur du son et ami, un mec hyper créatif qui s'appelle Julien Perraudot, il a eu une façon de me proposer certains effets sur ces méditations très très intérieures qui, pour moi, en ont fait tout à coup des vraies pièces musicales qui pouvaient être écoutées par le public. Et c'est ça qui m'a décidé à en faire une œuvre, enfin un disque de plus, entre guillemets. Mais pour moi, c'est un tournant vraiment très très important parce que c'est pas des méditations qui étaient destinées au public à la base. C'était vraiment ma pratique personnelle, intérieure, d'arpèges continus qui font que au bout d'un moment, je rentre en transe totale, d'autant plus que tout est en respiration continue, donc je m'arrête pas pour respirer, je respire avec le nez pendant que je souffle avec la bouche. Et bon, sur le disque, c'est des versions de, on va dire, entre 3 minutes 30 et 6 minutes au plus long. Mais dans la réalité de ma pratique, ça peut durer 12-15 minutes où je m'arrête pas pour respirer. Et à la fin, quand je m'arrête de jouer, j'ai disparu du monde réel et en même temps, peut-être que j'ai voyagé dans un monde encore plus réel que le réel. Alors, j'ai une question qui est peut-être complètement naïve, mais du coup, vu que c'est quand même beaucoup de respiration, est-ce que parfois, c'est pas cette respiration qui te fait entrer en transe, un peu comme le yoga Kundalini? Je sais pas si t'en as Bien déjà sûr, fait. oui, tout à fait. Évidemment. Ah, c'est complètement lié. C'est complètement lié, si ce n'est que moi, dans ma pratique, la respiration, comment dire, est est un des outils qui permet d'arriver à cette transe, alors que dans certaines pratiques du yoga qui sont vraiment axées sur la respiration, c'est la respiration elle-même quasiment qui est une méditation. Mais il n'empêche que moi, je ne sais même pas ce que c'est que de méditer en dehors de la respiration, parce que la clarinette, c'est avant tout du souffle. Et alors là, sans rentrer dans la mystique, mais dans la mystique juive, il y a aussi beaucoup ça. C'est vraiment, pour moi, le souffle, enfin pas pour moi d'ailleurs, c'est n'importe quoi de dire pour moi, parce que c'est évidemment des choses que j'ai lues à plein d'endroits et qui m'intéressent beaucoup. Mais le souffle, c'est vraiment l'endroit limite de ce qui est en nous et de l'extérieur. C'est là où ça rentre et ça sort, et c'est cet endroit où on ne sait plus si c'est vraiment nous, cette espèce de mythe d'un moi très défini où le corps s'arrête et puis le reste du monde commence. Mais justement, le souffle, c'est ce qui fait frontière et porosité entre les deux, et c'est ce qui permet, à mon avis, d'avoir ce sentiment un peu océanique qu'on peut avoir quand on fait de la méditation, qu'on travaille sur le souffle. Mais je trouve qu'on arrive dans des états très intéressants. Moi, c'est pas cet état-là que je recherche dans la clarinette, c'est juste que je ne veux pas, pour arriver à ma transe, m'arrêter pour respirer, parce que un arrêt, ça serait sacrilège presque. On est dans un état, il faut que ça dure. Et donc, en fait, j'ai travaillé vraiment sur ce truc de respiration continue, et ça amène aussi physiquement dans une transe, parce que quand on s'arrête jamais et il faut respirer sans arrêt, parce que en respiration continue on peut pas gonfler ses poumons au maximum, et on peut les gonfler un peu et souffler et gonfler un peu et souffler et gonfler un peu, et donc en fait au bout d'un moment il y a tout qui rentre en transe, les doigts qui font mes arpèges à toute vitesse que je dois quand même maîtriser, mon cerveau qui gère à la fois les doigts, la respiration, puis à un moment il est tellement occupé à tout ça qu'il a plus de place pour penser du tout.
Moi, ce que je recherche aussi dans la musique, alors pas depuis le début, mais ça fait quand même au moins 10 ans que je cherche ça, au travers de mon travail sur la musique, enfin sur les musiques sacrées, sur le sacré dans la musique, enfin ça veut tout et rien dire, et puis j'essaye en tout cas j'espère de le dire sans prétention, mais il y a quelque chose de sacré dans la musique qui est... je sais pas, cette substantifique moelle que je cherche là-dedans. Et pour moi, ça apparaît quand l'ego du musicien disparaît derrière la musique. Et pour moi, pour que mon ego disparaisse, il n'y a pas d'autre solution que de faire en sorte que mon cerveau soit débranché. Et comme j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à débrancher mon cerveau, je le suroccupe. Et donc, des choses tellement difficiles à jouer à tous les niveaux corporels. En plus, maintenant, j'ai les effets grâce à mon ami Julien. Donc, j'ai en plus des pédales d'effets aux pieds pendant que je respire en respiration continue et que je bouge les doigts à toute vitesse pour faire ces arpèges qui deviennent en plus quasiment harmoniques. Donc, c'est aussi une autre pensée de la clarinette. Enfin, bon, bref. Le cerveau est tellement occupé que là, je disparais entièrement. Et il reste quelque chose qui joue, et même quelque chose, alors je sais pas si c'est quelque chose qui pense, mais en tout cas c'est quelque chose en moi qui arrive à gérer des espèces d'étages harmoniques de notes qui deviennent une abstraction. Enfin, en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui échappe à mon contrôle. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de lapsus, c'était pas totalement une boutade, parce qu'il y a quelque chose de ça. Je pense que c'est quand j'arrête de contrôler quoi que ce soit qu'il y a vraiment quelque chose qui apparaît. Et ça, ce moment, il est dur à obtenir sur scène, parce que sur scène, on a quand même on a la pression, il y a le public qui est là, et même ce solo, pourquoi je l'ai travaillé pendant 15 ans, si j'avais pris chaque mode de jeu, que j'avais écrit un morceau tel quel, peut-être je l'aurais bossé, 1 mois, et c'était ficelé, c'était terminé. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est créer un vocabulaire avec des modes de jeu. Donc chaque morceau en fait est un mode de jeu. C'est très précis, un mode de jeu, c'est tel dessin d'arpège qui va avoir 9 notes avec 4 étages différents. Enfin bon, après on va pas rentrer dans mes délires, parce que si les auditeurs se retrouvent dans mon cerveau, j'ai peur qu'ils fassent un bad trip. Mais par exemple, alors bon, je fais un mini truc technique musical, désolé pour ceux qui ne sont pas musiciens, mais prenons un accord de Do majeur, par exemple, c'est Do, Mi, Sol, Do. Sur un piano, on va pouvoir jouer Do, Mi, Sol, Do, ou même sur une guitare, en même temps, faire plusieurs sons en même temps. À la clarinette, évidemment, c'est pas possible, donc on va les faire chacune leur tour. Sauf que quand on les joue suffisamment vite, l'oreille a une espèce d'impression de chevauchement des notes les unes sur les autres, et au bout d'un moment on a l'impression qu'il y a il y a certains arpèges que je joue très vite, on a l'impression qu'il y a plusieurs clarinettes, et donc on va, par exemple, si on a Do, Mi, Sol, Do, ça fait comme si on avait 4 étages de notes, et si je bouge un des étages, et ben ça me permet de créer comme s'il y avait une mélodie. Mais en fait c'est un truc très compliqué, parce que ça veut dire que toutes les 8 notes que je joue, il faut que je bouge juste une note qui donne l'impression que y a une deuxième voix qui fait... Enfin bon, je crois qu'on comprend rien à ce que je raconte là, mais... Non, moi je comprends. Ok. Je comprends, c'est intéressant. Et donc voilà, mais tout ça pour dire que ce que je voulais dire, c'était par rapport à l'improvisation. Parce que donc ces modes de jeu, pour moi, tout l'intérêt, c'est de pouvoir être complètement au présent avec ces modes de jeu. Et donc, pour être complètement au présent avec ces modes de jeu, il faut, pour moi, qu'il puisse y avoir de l'improvisation, parce que sinon, je vais fixer quelque chose, et puis après, à chaque fois que je vais vouloir le jouer, je vais le jouer de la même façon. Ce qui n'empêche pas d'être quand même dans une émotion du moment, et d'avoir une interprétation au présent, mais pour moi, c'est carrément la composition elle-même qui doit se situer au présent. Alors, à l'intérieur, j'ai des repères harmoniques, j'ai des sortes de, je sais pas, de refrains par exemple qui vont revenir et qui vont me donner un socle desquels je vais pouvoir repartir et improviser. Mais en live, ça sera pas exactement comme sur l'enregistrement de mon disque Cosmogonia. Il y aura à chaque fois des variations, au point qu'il y a des morceaux qui durent 4 minutes sur le disque et que je peux jouer 12 ou 15 minutes en live avec des développements complètement inédits, complètement autres. Mais ça demande un travail qui est, je sais pas, je dirais multiplié par 25 par rapport à être capable d'en jouer une version parfaitement. Parce que pouvoir improviser dans ce mode de jeu déjà assez complexe,
Bah là, ça demande une maîtrise largement supérieure. Ça serait comme la capacité d'apprendre une page d'alexandrin. C'est déjà très difficile, mais parler entièrement en alexandrin, alors là, c'est la folie. Bah là, c'est un peu du même ordre. Et en fait, ça participe au fait d'être autant au présent. C'est que je dois gérer la technique, je dois gérer l'expressivité, mais je dois gérer aussi le développement harmonique qui fait composition dans ce que je raconte. Et donc c'est une façon d'être au présent que moi je connais nulle part ailleurs. Je dirais que mon tout premier album, c'était 2003 en duo avec Denis Cugnot au piano, où il y avait déjà des compositions à moi, mais aussi des trucs traditionnels, mais ultra arrangés. Enfin, c'était quand même assez créatif et personnel. Mais c'était pas encore un album sous mon nom. Le premier, c'était en 2008. C'est un album qui était un hommage à un clarinettiste klezmer assez célèbre aux États-Unis dans les années 20 qui s'appelait Naftuli Brandwein et qui était un clarinettiste complètement fou qui s'était autoproclamé King of Jewish Music et King of Klezmer Clarinet à New York dans les années 20, donc fallait oser quand même. Donc mon premier disque sous mon nom, sous le nom de Yom, c'est 2008 et j'ai appelé ce disque New King of Klezmer Clarinet puisque c'était un hommage à ce clarinettiste. Bon, j'avoue que heureusement la pochette, on comprenait vraiment l'humour de la proposition, etc. Mais ça a quand même soulevé trois problématiques. Un peu. Mais c'était de bonne guerre, je méritais ce recadrage. Donc après, tu continues, t'enchaînes sur tes albums, t'en fais à peu près un tous les combien ? Je dirais en moyenne un tous les ans et demi à peu près. Mais il y a des années où j'en ai sorti deux. Ouais, c'est beaucoup. Puis là, en ce moment, là, c'est encore plus. Là, en 2026, j'en sors deux. Alors pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai décidé maintenant d'obéir complètement à mon rythme entre guillemets biologique. C'est-à-dire que si je suis dans une année créative, si je dois sortir 3 disques parce que j'ai créé 3 choses qui me semblent devoir aller, faire l'objet d'un album, je les sors. Par contre, si pendant 3 ans, je pense que j'ai rien d'intéressant à dire, pendant 3 ans, je sortirai pas d'album et je me dirai pas, c'est horrible. J'ai décidé d'être plus à l'écoute. Et c'est vrai que pendant un moment c'était pas imaginable parce que les albums c'était vraiment une industrie, c'était un objet, on fabriquait, etc. On pouvait pas se permettre de faire un album et puis quelques mois plus tard. Mais après, soyons honnêtes, ça fait maintenant plusieurs années que, en tout cas dans des domaines musicaux comme le mien, un album, ça rapporte de toute façon pas d'argent. Le but c'est d'essayer de pas en perdre trop. Et à partir de là, si on a envie de prendre le risque de sortir 3 albums dans l'année, et puis je prends exemple aussi sur d'autres formes de musique. Bon, ça va paraître très 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 bizarre de citer cette personne ici, mais par exemple un rappeur, et il y en a plein, hein, mais un rappeur comme Jul, moi je trouve ça hyper intéressant. Il sort des albums tout le temps, et disque d'or tout le temps. Et d'ailleurs, il fait quasiment pas de concerts. Désolé pour cet aparté de Jul, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans sa manière de faire, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique, et alors là j'ai aucun jugement là-dessus, mais il y a quelque chose d'extrêmement honnête dans sa façon de faire. Il est en studio quasiment tout le temps, il bosse comme un malade, il écrit des textes tout le temps, et il perd pas beaucoup de temps à aller faire des concerts, alors que honnêtement, j'ai vu dans une interview où il disait non, moi j'ai trop de textes à écrire, j'ai trop de trucs à faire, j'ai pas le temps d'aller les jouer. C'est vrai que aller jouer, ce qui est génial, c'est le contact avec le public, c'est le moment, mais c'est pas le moment de la création. Le moment de la création, c'est faire une œuvre unique. Après, quand on improvise, on essaye à chaque fois d'être devant le public et d'être dans une expression la plus honnête et la plus au présent. Mais je comprends aussi et j'essaye maintenant d'y consacrer plus de temps. L'aménagement
du temps autour de la création. Et la création, en fait, ça prend beaucoup de temps. Et moi, je m'aperçois que cette contemplation que j'avais quand j'étais vraiment petit, enfant, bébé, c'est quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir créer. Et si je suis tout le temps en tournée, si je suis tout le temps dans des trains, tout le temps dans des hôtels, tout le temps en train de dire bonjour à des gens et de faire des trucs et de faire des choses, j'ai pas le temps de créer. Et pour réellement créer, j'ai besoin de m'ennuyer. Et ça, le temps de l'ennui, alors c'est un peu compliqué à défendre complètement, mais j'ai décidé aujourd'hui de le prendre beaucoup plus, donc à terme de limiter quand même un peu la tournée, pour pouvoir me consacrer à ce temps d'ennui et donc à ce temps de création. Et je pense que ça va me permettre de sortir aussi beaucoup plus de choses. Alors d'un côté, je comprends qu'on puisse se dire c'est pas très généreux parce que tu vas aller moins voir les gens, mais en même temps, comme je suis pas mal écouté sur les plateformes et je suis écouté aussi dans le monde entier, et notamment par exemple, j'ai énormément de public en Turquie, qui est une patrie très importante pour la clarinette. C'est un peu, d'après moi, la capitale mondiale de la clarinette, c'est la Turquie. Et je m'aperçois que ça me permet aussi de rentrer en contact avec des gens où je ne peux pas physiquement et écologiquement réellement aller tous les voir. C'est pas possible. Il y a des j'ai mon propre label. On peut sortir maintenant les choses sur les plateformes. Bon, je le fais quoi. Voilà. Il faut du temps. Moi, je trouve que pour créer des choses... Enfin, moi, j'ai besoin de temps. Moi, je suis très admiratif des gens qui arrivent à composer dans n'importe quand. Tiens, j'ai de 14h à 17h30. Allez, hop, je compose 2 morceaux. Respect total. Moi, c'est pas du tout comme ça. D'abord, je ne sais pas composer. Il faut qu'une mélodie ou un truc vienne à moi. Alors, donc, comment ça vient à toi ? Je sais pas trop, mais en tout cas, il faut que j'attende un peu que ça arrive. Et tout à coup, quand je me mets vraiment dans une vraie disponibilité, des fois, il faut du temps. Des fois, il faut quasiment une semaine où je me suis mis dans cet état de disponibilité pour que ça commence à venir. Et là, je commence à noter. Souvent, c'est le matin. Je suis assez. Il y a un truc de fraîcheur et donc je peux me lever très 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 tôt le matin, 4h du matin. Ça commence à venir. Là, des petites notes. J'ai mon petit carnet avec mon crayon à côté de mon lit. Hop, je commence à noter le matin. L'après-midi, quand il y a moins d'inspiration, je commence plutôt à trouver les harmonies, voir qu'est-ce que je peux faire avec ce truc qui m'est venu le matin. Et des fois, au bout d'une semaine, vraiment, il y a une espèce de fluidité où tous les matins, je me mets à griffonner 2 pages de musique, mais qui sont de la matière première après que je retravaille l'après-midi. Et c'est comme ça que je fonctionne. Donc pour ça, moi, le perche, ça a été vraiment salvateur. Maintenant, j'habite dans une maison à taille beaucoup plus humaine, mais qui est complètement isolée dans une clairière au milieu des bois. Mon voisin le plus proche, il est à 800 mètres à vol d'oiseau. Donc, je n'ai pas un son, pas un truc. J'ai des animaux sauvages quasiment tous les jours dans mon jardin, qui n'est d'ailleurs pas un jardin, c'est vraiment une clairière qui est tondue 2 fois par an. Et c'est tout, avec des arbres partout autour, des chênes centenaires de 35 mètres de haut. Enfin, c'est vraiment féerique. Et ça me permet... alors là, pour le coup, l'ennui, on est bien. C'est-à-dire que là... on est très bien. Et en même temps, quand je suis avec mon fils, il n'y a pas trop le temps de s'ennuyer. Mais par exemple, pendant les temps d'école, etc., moi, j'ai vraiment le temps de composer, d'avoir pas trop de stimulation extérieure, de tout le temps sortir, il se passe un truc. Moi, par exemple, si je vois trop de musique... je sais plus quoi composer. J'ai déjà vu tellement de trucs géniaux d'autres personnes, je sais plus à quoi je servirais. Donc j'ai aussi besoin d'avoir l'impression d'habiter dans une espèce de vide pour me dire que vaguement quelque chose que je vais créer pourrait être indispensable à l'humanité. Alors que sinon, dès que j'entends des trucs incroyables, que je vois des expos phénoménales, que je lis des livres de fous, je me dis oula, qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? Non, je rigole. Les livres, c'est différent. C'est un peu unique.
fini. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est important de laisser un peu de vide. Je fais pas partie de ces musiciens qui ont vraiment une connaissance méga étendue et encyclopédique de la musique, parce que moi, ça me bloque plutôt que ça me stimule. C'est-à-dire, j'aime bien entendre les choses de façon quasiment innocente et que avec mon cœur. Enfin, la musique, c'est particulier, parce que je peux pas ne pas être analytique sur la musique. Mais l'art, en général, me laisser vraiment qu'il arrive comme ça sur moi, qu'il fasse partie de moi, qui est au niveau cellulaire, mais pas forcément de trop y réfléchir ou de trop me documenter ou de trop rechercher. Sinon, ça va plutôt me bloquer dans le chemin de la création que me stimuler. En tout cas, pour ça, donc la campagne très 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 isolée comme ça et assez calme, parce que le Perche c'est calme, même d'un point de vue géologique presque, c'est calme. C'est quand même un peu vallonné, mais on est sur une nature assez tranquille. C'est pas, je sais pas, désertique, il y a pas la mer, il y a pas les montagnes, enfin c'est voilà. Donc c'est assez propice pour moi à ce C'est très solitaire aussi, j'imagine. C'est ultra solitaire. Ultra solitaire. Bon, après avec mon fils, on s'amuse bien et lui il met de l'animation, il y a pas de problème. Mais voilà, et puis après la semaine sur 2 où j'ai pas mon fils, c'est vrai que je suis beaucoup soit en tournée, soit en répétition, donc je vois quand même pas mal de monde. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des concerts. Les concerts aussi, ce qui se passe pour moi, c'est que ce dont tu parlais tout à l'heure, que tu as pu vivre en venant à mes concerts, qui est une espèce d'énergie très très forte qui se passe encore bien plus en live que sur un disque. Je vois de quoi tu parles et je pense que je le ressens aussi, mais aussi que ça me demande une énergie gigantesque. Ça se voit. Ouais, et que donc par exemple moi quand je fais 3 concerts de suite, comme c'est le cas là, demain, après-demain et après-après-demain, j'ai 3 concerts de suite, je sais qu'il va me falloir 4-5 jours pour m'en remettre. Et pourtant, je bois plus d'alcool, je fais pas du tout la fête le soir parce que voilà, j'ai pas forcément ce besoin. Et puis ça fait plus trop partie de mon truc. Enfin, je fais la fête, y a pas de problème. Mais en tout cas, j'associe pas. Tiens, je fais un concert, forcément, je vais faire la fête. J'en fais quand même pas mal. Donc c'est pour moi, il y a vraiment la mission de donner quelque chose énergétiquement sur le moment. Je sais pas trop comment je le donne. Tout ce que je sais, c'est que la plupart du temps, j'en ressors vraiment pour de vrai fatigué, une fatigue profonde. Donc c'est ça aussi qui fait que je fais attention, parce que comme certains soignants énergétiques qui savent pas trop se protéger et qui sortent de chaque séance complètement explosés, parce que moi pour l'instant je sais pas encore trop comment donner cette énergie, mais qu'elle se régénère instantanément ou quoi, et donc vraiment j'ai du temps de récupération, mais pour de vrai, Enfin, ça me remplit de joie, c'est pas par sadisme, c'est vraiment parce que ça veut dire que quelque chose d'énergétique passe, et moi je sais pas ce que c'est, les gens savent pas ce que c'est, donc tout le monde y trouve son compte. Et pour moi, c'est vraiment j'essaye de faire passer quelque chose. Alors encore une fois, c'est sans total... Enfin, c'est pas une utopie lointaine ou de la prétention totale, mais c'est une façon aussi... parce que je pense pas qu'on puisse dire de moi, loin de là, que je sois un artiste politique, dans le sens où je m'implique pas forcément politiquement, publiquement, où je n'amène pas dans ma musique quelque chose de politique ou qui prend violemment position dans une direction ou dans une autre. Mais par contre, je sais que à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de très convaincu que parce que j'essaye de donner musicalement et énergétiquement, c'est comme si je faisais une gigantesque prière en permanence, tu vois. Alors bon, il y a des gens qui vont se moquer et franchement, je les encourage parce que je trouve ça, en le disant, je trouve ça marrant. Mais voilà, c'est pas de la prétention, c'est que je crois que j'ai mon petit truc à amener, il est plutôt de ce côté-là. J'ai pas envie de dire aux uns vous avez raison et aux autres vous avez tort. J'aimerais, dans l'absolu, donner une vibration d'un espèce d'amour originel avant même qu'il y ait la moindre prise de position qui fasse que tout le monde s'apaise d'un certain côté de l'intérieur
plutôt que mentalement dire ah non moi je suis là ou je suis là. Et en même temps c'est très 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 bien, il faut s'engager aussi, et je trouve ça magnifique, et je suis même très admiratif de toutes les personnes qui s'engagent pour des causes auxquelles elles croient. Moi je crois aussi à plein de trucs, au fond de moi c'est un bouillonnement de plein de choses, mais j'essaye de faire en sorte que au travers de la musique, même quand elle est hyper nostalgique, que ce soit que une espèce de socle absolument commun d'amour total. Voilà. C'est compliqué à dire, mais je dirais que quand je suis sur scène et dans la façon dont je fais la musique et dans la vibration que je recherche, je sais pas si c'est totalement moi, ou en tout cas si c'est totalement le moi qui est dans ma famille. Est-ce que je suis vraiment le fils de ma mère quand je suis sur scène en train de donner ce truc-là? J'ai l'impression que moi, mon but est de totalement disparaître derrière la musique. Et donc, je crois que je laisse pas énormément de prise à une espèce de réunion familiale autour de ça. C'est quelque chose de très isolé, de très solitaire. Alors, je sais que ma mère, elle vient de temps en temps à des concerts, elle écoute les dernières choses que je fais. Des fois, je passe sur France Musique, elle écoute France Musique le matin, elle entend. Mais je pense que ça fait de moins en moins partie de l'intime de notre relation, parce que c'est quelque chose qui est plus un sujet, qui est intégré, et en plus qui fait partie de quelque chose de public. C'est-à-dire que moi je donne de façon absolument homogène à tout le monde, et qu'il est vrai que voilà, quand je suis avec ma mère, il y a évidemment une relation plus exclusive, et donc qui est pas complètement celle de la musique. Enfin, c'est quelqu'un de très cultivé, donc il va parler vraiment. On va parler plus de faits, de culture, de livres, de films qu'elle a pu voir sur plein de sujets ultra intéressants. Là, il y a quelque chose de l'intime de ma démarche dans la musique dont je parle assez peu. Et d'ailleurs, c'est marrant cette pudeur quand même. Bah, je crois quand même que si à la base j'ai fait de la musique pour éviter le danger du langage, c'était pas pour immédiatement paraphraser intégralement ma création dans le langage. Donc je pense qu'avec mes parents, forcément, comme d'un certain côté, malgré eux, ils sont une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'utiliser comme langage l'abstraction de la musique, il m'est plus difficile de partager ce que je veux dire dans le langage de cette abstraction-là avec eux, parce que encore une fois, avec elle aujourd'hui, ma mère, même si elle en profiterait pas du tout pour m'analyser consciemment, il n'empêche que c'est quand même de cette idée que elle était toujours dans cette capacité d'analyse des choses et dans ce degré de lecture autre, que je trouve que en rester à l'abstraction musicale semble plus logique dans la relation, en fait. Voilà. Bon, moi je suis fils de psy, donc évidemment je suis complètement névrosé. Ouais. Sans être fille ou fils de psy. C'est clair, mais quand même, je pense que pas mal de fils ou filles de psy s'accorderont à dire que survivre à ça et c'est pas mal. Non, j'exagère évidemment. Non, mais donc je disais, d'un côté je suis névrosé, et de l'autre côté évidemment j'ai une certaine appétence pour les thérapies en tout genre. Donc moi j'ai fait un nombre de thérapies. Évidemment psychanalyse, mais pas seulement. J'ai vu tous les chamans possibles, j'ai vu tous les médecins énergétiques, j'ai fait du yoga presque à haut niveau, j'ai des diplômes pour être prof de yoga, j'ai fait des stages en Inde, je suis parti dans tout, enfin j'ai vraiment fait cette vraie recherche totale sur moi-même, parce que je sentais que c'était un bordel infini à l'intérieur, et que c'était bien gentil la musique, mais qu'à un moment il allait falloir quand même que je travaille aussi autrement que musicalement
tout ce qui se passait à l'intérieur. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps à sentir que j'avais un terrain propice pour être père, et être entre guillemets un bon père. J'ai pas cette prétention non plus, mais en tout cas pas refiler immédiatement toutes mes névroses à mon fils. Et donc ça m'a pris pas mal de temps. Donc déjà le moment où j'ai été père, à 40 ans, enfin 40 ans moins 6 jours, c'est déjà une évolution telle de ma vie qu'après je sais pas ce qui est dû au fait que mon fils soit arrivé ou juste au fait que j'avais déjà évolué, etc. Donc entre 40 et 45 ans j'ai encore appris énormément parce que effectivement il y a eu mon fils, mais il y a eu aussi après la séparation avec sa mère. Enfin tout ça c'est des étapes qui demandent aussi à réfléchir, à se remettre en question. Donc je sais pas ce que je peux lui attribuer à lui ou pas. Ce qui est sûr, c'est que dans la vie que j'ai aujourd'hui et dans la quiétude que j'ai trouvée dans cette maison avec lui 1 semaine sur 2, ça se passe super bien avec sa mère. Il y a quelque chose de tranquille qui commence à apparaître. Et avant, j'avais extrêmement peur que le fait de se débarrasser un peu de toute cette névrose qui rendait ma vie et peut-être la vie des autres aussi complètement impossible, j'avais très peur que ça me transforme en artiste complètement inintéressant. J'avais l'impression que la matière première, c'était forcément la névrose. Et on s'en débarrasse jamais vraiment. Alors, heureusement presque, on s'en débarrasse jamais. En tout cas, on se débarrasse pas de la faille dont elle est issue. Mais après, je crois quand même qu'on peut la maîtriser un peu mieux, la névrose, pour pas qu'elle prenne complètement le contrôle de notre vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que le fait d'être dans un endroit beaucoup plus calme et tranquille de ma vie, ça fait que j'ai beaucoup plus de place pour la création. J'ai aussi plus de place pour l'ennui, parce qu'en fait, dans la névrose totale, l'ennui, ça peut devenir une cause de souffrance complètement dingue, alors que aujourd'hui, c'est au contraire, c'est plutôt un certain bonheur, il y a un certain laisser-aller, il y a un certain lâcher-prise et une acceptation. Alors pas tout le temps, hein, attention, hein, parce que sinon des gens qui me connaissent, qui vont écouter ça, vont dire mais n'importe quoi, il est complètement mytho, on le connaît nous. donc évidemment qu'il y a des moments de doute, voire des moments de panique, mais quand même dans l'ensemble, ça n'a rien à voir avec il y a 10 ou 15 ans. Donc sûrement que mon fils y est pour quelque chose. En tout cas, je sais que cette quiétude aujourd'hui, au contraire, elle me permet d'être plus créatif, elle me permet de comprendre plein de choses et bizarrement, elle me permet de donner une énergie, je crois, plus véridique et donc encore plus intense sur scène, alors que pourtant les projets que j'ai fait ces derniers temps sont de plus en plus intérieurs, de plus en plus méditatifs, moins démonstratif. Et en fait, apparemment, quelque chose communique encore plus. Et ça, je crois que c'est dû pas juste à mon fils, mais à toute cette évolution de vie où voilà, tout ça est lié, quoi. Je crois que c'est vraiment la séparation et la décision de la garde partagée qui m'a complètement restabilisé dans un truc qui m'a mis vraiment dans connaître mon fils pour de vrai, le découvrir, communiquer, et puis plus il grandit, plus on peut communiquer aussi. J'aurais pu être là dès le début, mais je reconnais, puis en plus depuis la séparation avec la mère de mon fils, j'ai lu une littérature féministe au sens très très large du terme, gigantesque, et j'ai compris énormément de choses sur ma propre pensée, sur ma propre vie, sur ma propre manière de faire, sur le fait d'avoir complètement continué un système que pourtant j'avais l'impression de critiquer, mais qui était patriarcal, très 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 basique, et pourtant moi j'étais là hyper cool, musicien, machin, mais et c'est vraiment que plus tard que j'ai compris tout ça, et avec la garde alternée qui arrivait en même temps, tout ça, et la sauce est montée et j'ai l'impression d'être plus du tout dans la même compréhension des rapports sociaux, des rapports homme-femme, des rapports père-fils. Enfin bon, là c'est pas forcément le sujet du podcast et je suis pas un spécialiste donc je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas moi de mon expérience propre, je me suis rendu compte que ça m'a permis de comprendre énormément de choses
et d'un certain côté de me rendre compte quand même, pour simplifier ma parole, à quel point j'étais con avant d'avoir lu tout ça, quoi. D'un certain côté, je suis content d'avoir attendu 40 ans parce que ça m'a permis vraiment d'avoir le bagage pour pouvoir passer à autre chose, faire vraiment un autre système et bâtir quelque chose que je trouve complètement génial. Je sais pas où ça ira, mais en tout cas, voilà, c'est un vrai changement. Évidemment, ça influe au point de vue artistique, mais là, pour le coup, c'est quelque chose que je mets en parallèle du même degré d'importance, même si il y a 3 disques, j'ai fait un disque qui s'appelait Célébration, qui était un disque qui... ça, c'était vraiment pour mon fils que je l'ai fait, pour mon fils qui allait arriver, hein, il n'était pas encore né, mais il y avait quelque chose de tellement fort, de tellement émotionnel, c'était incroyable. Après, j'ai fait un disque qui s'appelait Alone in the Light, c'était après la séparation, j'étais seul, mais la lumière commençait à venir, et c'était... voilà, et là, le rythme du silence, c'est quelque chose qui est aussi lié à tout ça, parce que c'était une espèce de grand maître soufi avec qui la mère de mon fils apprenait, entre guillemets, et qui lui, dans sa belle sagesse, avait dit, pour dire méditation, il disait rythme du silence. Et donc voilà, pour moi, c'est 3 volets. Et là, l'arrivée de Cosmogonia, qui est ce disque solo sur lequel je bosse depuis 15 ans, c'est comme une page qui se tourne et une acceptation de qui je suis vraiment en dehors de tout carcan identitaire, sociétal, de prédétermination intergénérationnelle. Et c'est vraiment ce que je peux être aujourd'hui de plus personnel. Et donc pour moi, c'est 4 disques qui sont vraiment les 4 volets qui amènent jusqu'à aujourd'hui, au présent, et à une forme quand même, sans prétention, je ressens une forme de libération intérieure, autant en tant qu'artiste que en tant que père, que en tant que citoyen du monde global. Est-ce que tu te sens aligné avec ce que tu es aujourd'hui ? Ah, Je viens de le dire. ouais, oui, je pourrais le dire. En tout cas, je me sens sur le bon chemin. Aligné, pour moi, ça reste un but. Et j'essaie de faire en sorte que à peu près toutes mes actions soient alignées, que la musique soit alignée avec ce que je suis au fond. Mais en tout cas, c'est le chemin sur lequel je me sens en cohérence aujourd'hui, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, te différencie des autres et quelle serait ta valeur ajoutée ? Oh, Non, allez, en toute humilité. Waouh. Alors, en tant que artiste... Franchement, t'en as plein des valeurs ajoutées. Non, mais ça, c'est très gentil, mais en tout cas, c'est très compliqué de les dire moi-même. En tant que artiste, je sais pas si c'est une valeur ajoutée, mais en tout cas, je pense que aujourd'hui, dans mon petit domaine, je fais partie des rares qui s'intéressent vraiment de très très près à la spiritualité et à la musique sacrée, et à essayer au travers de leur création de faire passer une dimension soit sacrée, soit spirituelle, soit mystique, en tout cas quelque chose qui fasse que la musique passe devant leur personnalité. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. C'est-à-dire, alors ok, je vais essayer de reformuler un peu mieux que ça. Je pense qu'on n'est pas tant que ça à aller vraiment du côté du sacré dans la musique. Et après, pour mettre un petit peu d'humour quand même dans tout ça, je pense aussi que je suis le seul clarinettiste qui fait son concert entier assis en lotus. C'est vrai.
que l'âge pour toi c'est quelque chose qui est important? Est-ce que ça t'affecte, le temps? Pas du tout. Alors, si je disais pas du tout, ça serait évidemment un mensonge total, mais en tout cas, non, l'âge en lui-même, pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, le nombre de tours que la planète a fait autour du Soleil ne détermine en rien ce que je suis. Mais par contre, le temps, qui d'ailleurs, à mon avis, n'existe que dans nos esprits et dans notre vie à nous, mais je suis pas certain qu'il existe en lui-même. Le temps, oui, il m'affecte évidemment, mais il m'affecte dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire à la fois il m'emplit de nostalgie vis-à-vis du passé, de peut-être de temps en temps d'angoisse ou d'anxiété vis-à-vis de l'avenir et évidemment d'un temps global qui se rétrécit pour ma petite existence. Et en même temps, au fur et à mesure, il m'apporte éclaircissement et sérénité. Et donc, je le vois ni comme un ami, ni comme un ennemi, mais comme quelqu'un avec qui, de toute façon, il faudra cheminer quoi qu'il se passe. C'est sûr. C'est un peu une réponse de Normand, mais j'habite en Normandie. Qu'est-ce que tu aimais qu'on dise de toi avant et qu'est-ce que tu aimes qu'on dise de toi aujourd'hui? Alors avant, j'adorais qu'on dise de moi que j'étais vraiment un clarinettiste exceptionnel en termes de vélocité et de virtuosité. Et aujourd'hui, j'adore qu'on me parle, comme tu l'as fait d'ailleurs, d'énergie, même encore plus que d'émotion, vraiment, d'énergie, de méditation, de quelque chose qui vient percuter à des endroits où on ne savait même pas forcément qu'ils existaient. Voilà. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Il me manque encore beaucoup de tranquillité. Il me manque encore beaucoup de sérénité. En tout cas, il me manque pas d'objets en soi ou vraiment de choses que je pourrais posséder. Il me manque rien de matériel. Je pense qu'il reste J'ai perdu énormément aussi en ambition au sens premier du terme, c'est-à-dire mais il reste un désir de reconnaissance de mes pairs, évidemment, des musiciens, de certaines personnes. Mais alors en plus, c'était pas quelque chose qui me manque. J'adore aujourd'hui dans les projets que je fais, j'aime beaucoup, par exemple dans Cosmogonia, qui est quand même un travail très particulier sur l'instrument, sur la clarinette. Je sais que ça provoque des réactions chez les musiciens, ça me fait super plaisir, qui sont des réactions peut-être plus cérébrales, plus analytiques, parce que forcément ils entendent « tiens, t'as fait tel truc », etc. Mais pour moi, c'est très important aussi d'avoir cette reconnaissance de mes pairs. Donc voilà, est-ce que c'était quelque chose qui te manquait? Ça me manque pas tant que ça, mais en tout cas, je sais que c'est pas que ça me manque, mais je sais que malgré cette progression vers une disparition de l'ego, il reste aujourd'hui ce truc d'avoir envie d'être reconnu, même des fois par des institutions, alors que en fait, dans le fond, je m'en fous un peu. Mais voilà, ça reste un petit chemin à traverser encore que d'être complètement serein vis-à-vis de ce qu'on fait et de ce qu'on est et d'avoir plus besoin du tout de la reconnaissance extérieure. Ça, c'est ton objectif. Ouais, voilà, je ne suis pas encore totalement là. Je vais te laisser conclure comme tu as envie de conclure. Ah écoute, incroyable. Avec tes mots à toi. Écoute, d'abord, je suis extrêmement heureux que tu m'aies appelé pour ce podcast avec ce format et ce temps et ces sujets de conversation où on peut s'exprimer quand même avec un vrai temps de parole. C'est extrêmement rare et de plus en plus rare en plus, puisque le temps se réduit de toutes parts. Et comme on a énormément parlé de spiritualité, de mysticisme, j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que, en tout cas, qui que ce soit qui écoute ce podcast, si vous décidez d'aller écouter ma musique, de vraiment essayer de la ressentir d'un point de vue complètement énergétique et de pas hésiter à fermer les yeux. Et c'est pas grave si vous pensez complètement à autre chose et si à la fin vous avez même pas écouté la musique, parce que je crois que ce que je fais, c'est même pas, en fait, mon but n'est pas vraiment de faire de la musique, c'est vraiment
uniquement de faire passer cette énergie. Et parfois, quand on médite, on s'aperçoit qu'on est parti complètement ailleurs, on a pensé à autre chose, mais en fait, ça s'est passé quand même malgré nous. Donc à écouter vraiment directement avec les pores de la peau et le cœur, et c'est pas grave si le cerveau était pas là. C'est vrai. Merci. Eh ben merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette trajectoire. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que ce podcast peut vivre, grandir et continuer à faire entendre ces voix qu'on connaît, mais qu'on découvre autrement ici.